Cela fait environ 45 ans que je sillonne l'Afrique. J'ai commencé au Cameroun. Ensuite, pendant 20 ans, j'étais en République centrafricaine. Ensuite au Burkina Faso, et retourné en République centrafricaine. J'aime l'Afrique pour ses espaces. L'Afrique se vit, se raconte pas. Les couleurs et les odeurs sont indescriptibles. C'est vraiment fabuleux, quoi, qui m'a toujours attiré. Lors d'un safari en 2003 que je guidais pour des amis, je me suis rendu compte de la densité du braconnage et de ce fait, j'ai décidé de créer l'association DELI, qui signifie éléphant en langue sango, qui a pour vocation la protection et la conservation de la faune sauvage en Afrique. Bernard, c'est l'homme fondateur. Bernard, c'est ensuite c'est lui qui l'a fait vivre. Bernard a une expérience de l'Afrique absolument exceptionnelle, au travers non seulement de son vécu, au travers des animaux, mais également au travers des hommes qu'il a rencontrés. Avoir des territoires en Afrique, nous occupons personnellement de la gestion des territoires ainsi que des populations locales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de la faune, de la flore sans s'occuper des populations. C'est indispensable. Mais ensuite, c'est de protéger la faune, la flore et surtout se faire plaisir aussi également parce que lorsque l'association s'engage sur un territoire, ça nous plaît. La vocation d'une association, c'est de faire corps avec l'objectif qu'il y a, à savoir la protection de la faune surtout. En 2004, l'association DELI a choisi un territoire, c'était mon territoire de chasse d'ailleurs à l'époque, et que je connaissais bien. On a fait classer ce territoire en zone de protection de faune, en accord avec le gouvernement centrafricain et les eaux et forêts. Et on a obtenu de la part des eaux et forêts une réserve de 550 000 hectares que nous avons exploitée. L'exploitation au départ était de prospecter les zones que je ne connaissais pas avec les autochtones et surtout protéger, faire l'inventaire faunique de ce qu'il y avait afin de pouvoir concentrer notre énergie sur telle ou telle zone propice à la protection de certaines espèces animales qui existaient, à savoir entre autres surtout les éléphants qui étaient notre principale source d'intérêt, quoi. Yalinga, c'est de la savane arbustive, à savoir il y a la savane, plus de nombreux bacos. Les bacos, ce sont des zones primaires, très denses, où ils sont inondables en saison des pluies, et donc la végétation est très dense, quoi. Mais sinon, c'est de la savane avec des plateaux latéritiques qui font de vastes plaines qui s'assèchent en saison sèche, que l'on brûle. Après, la végétation se régénère, et là, les animaux viennent, tels que les buffles, viennent par centaines, et à ce moment-là, chercher la nourriture. Mais au bout de 2 ans, malheureusement, à cause des conditions géopolitiques, nous avons dû arrêter nos activités parce que ça devenait trop dangereux. D'ailleurs, même l'ambassade de France à Bangui nous interdisait d'aller dans cette région qui était classée rouge et ne s'occupait plus de nos sécurités et nous conseillait de ne pas aller là sur place, quoi. Voilà. Il y avait énormément de buffles dans la région de Yalinga, des éléphants bien sûr, et il y avait également les coqs de Buffon, les coqs de Fassa, les waterbucks, les léopards, les lions, beaucoup de lions, parce que qui dit buffle dit aussi concentration de lions, parce que malheureusement, heureusement, c'est l'équilibre de la faune, et les lions chassaient énormément les buffles là-bas. Et donc, comme il y avait beaucoup de buffles, il y avait beaucoup de lions dans la région de Yalinga. Et également des léopards qui étaient le long des marigots, le long des fleuves. Et donc il y avait vraiment une diversité animale exceptionnelle dans cette région. L'origine du braconnage vient des Soudanais qui arrivaient par caravane entière avec les Tchadiens qui sont venus pour le braconnage de l'ivoire, pour le braconnage des éléphants, pour leur ivoire. Et là, on avait des bandes entières de braconniers soudanais et tchadiens qui arrivaient en Centrafrique avec des chameaux, des ânes, des mulets. Et par colonne entière, ils traversaient le pays en long, en large, en travers
pour pouvoir disséminer, enfin, pour chasser l'ivoire, pour l'ivoire. On a eu le cas dans le sud de Centrafrique où les braconniers soudanais enterraient les ivoires et venaient ensuite avec des avions venant du Soudan ou même des hélicoptères venir chercher les ivoires en traversant le pays impunément comme ça. Et puis voilà. La première chose, à la zone du Niger, il y avait un hôpital qui était désaffecté. On voulait s'occuper de la réouverture de l'hôpital. Il y avait une nurserie, il y avait des lits qui étaient inexistants, il y avait un laboratoire, il y avait juste un microscope, c'est tout ce qu'il y avait. Et ça faisait 15 ans que l'hôpital était fermé. Et on voulait rouvrir l'hôpital. On avait contacté plusieurs éco-volontaires qui étaient d'accord pour venir ouvrir l'hôpital de Yalinga, qui était fermé depuis plus de 15 ans, effectivement. Et malheureusement, à cause de ces événements géopolitiques, on n'a pas pu mettre à terme ce projet. Ne pouvant plus aller dans la région est du pays, à Yalinga, les autorités centrafricaines, les OFO, ont souhaité qu'une ONG reprenne la gestion du parc Bodangé-Mbeere, pour lequel les subventions du RAPAC de l'Union européenne voulaient être données. Bodangé-Mbeere est un parc national qui fait 80 000 hectares, et dans lequel il y a une zone de 450 000 hectares qui encadre ce parc national. Et là, nous avons également prospecté dans cette zone et dans ce parc national avec les Pygmées qui nous ont fait connaître justement tout leur patrimoine, parce que c'est leur patrimoine qu'on voulait sauvegarder également. C'est leur source de vie. Ils ne vivent que de la forêt. Les récoltes, le miel, les antilopes, le piégeage, les arbres, c'est leur vie, la forêt. Un pygmée m'a dit, si on n'a pas la forêt, on meurt. De la savane, nous sommes passés en forêt primaire, et là, on a découvert un nouveau biotope, à savoir des espèces qui n'existent pas en savane arbustive, à savoir la faune, c'était des gorilles, des buffles nains, le buffle nanus, à savoir des chimpanzés, à savoir aussi des antilopes qu'on ne connaissait pas non plus. Et c'est vraiment un biotope complètement différent. À 1000 km de distance, on a découvert un biotope qui n'avait rien à voir avec le biotope de savane. Au lieu d'utiliser les 4x4 comme nous faisions en savane, là nous avons été obligés d'utiliser les pirogues. Les pirogues parce qu'il n'y a pas aucune route possible. Toute notre prospection s'est faite en pirogue. Et malheureusement, les rivières n'étaient pas dégagées, il a fallu avoir des tronçonneuses. On avançait parfois mètre par mètre et on passait des journées avant de pouvoir rendre navigable ces portions de rivière, quoi, parce que c'était vraiment pénible, parce qu'il y avait plus de 10 ans, plus de 15 ans que personne n'avait remonté ces bras de rivière pour accéder au parc Bodangé-Mbeere. C'est une zone inondable qui, en saison des pluies, vous marchez, vous avez de l'eau jusqu'à la ceinture. On ne sait pas où on met les pieds, quoi. Donc vous marchez vraiment, on marche en colonne et vous avez intérêt à avoir un bon pisteur. L'occasion aussi de trouver que même un parc national c'est l'objet de braconnage, puisque on a trouvé dans les prospections des camps de braconniers. Ils ont fui parce qu'on a trouvé encore des feux existants, de la viande boucanée avec du poisson boucané. C'était pas du braconnage pour l'ivoire, c'était du braconnage de subsistance, à savoir que c'était plutôt, ils tiraient plutôt sur les singes, enfin ils braconnaient les singes, les antilopes, mais pas les éléphants, parce que c'était les braconniers, les autochtones qui braconnaient. Ils faisaient le commerce de viande pour alimenter les villes, mais c'était pas du braconnage de Soudanais ou de Tchadiens. C'était du braconnage vraiment local. Je comprends plus que le braconnage industriel effectué avec des armes automatiques telles que le faisaient les Soudanais et les Tchadiens. Et au moment des événements, à Bodangé-Mbeere, au campement des eaux et forêts de Bodangé, on avait vu des défenses d'ivoire d'éléphant, énormes, de grandes défenses de 2,50 m, pesant 40 kg chacune, qui ont été pillées par les rebelles. Et ils ont complètement vidé tout l'arsenal qui était les saisies d'ivoire. Ils ont repillé ce qui leur avait été confisqué. Dans cette prospection, on a vu les traces d'antilopes, à savoir plutôt des bongos, des situongas. Contrairement en savane où on peut voir de loin la faune,
Là, en forêt, on voit pas à 2 mètres, quoi. On voit que des traces. On a été hébergés dans le campement qui appartient aux eaux et forêts. Et là, on a vu des éléphants parce qu'ils se rapprochaient de l'homme. Ils se sentaient en sécurité, quoi. Parce que les eaux et forêts, bah, bien sûr, ils sont là pour protéger la faune, mais comme par hasard, euh, on- ils venaient vers l'homme plutôt que d'aller s'aventurer dans la forêt où les bracos risqueraient de les poursuivre. Et c'est bizarre que tous les matins, on voyait les éléphants, on les entendait même du campement où étaient hébergés les eaux et forêts. Nous avons même dormi plusieurs jours où on pouvait voir les éléphants alors qu'on ne les voyait pas en s'avançant dans le parc. Lors de la production, on a trouvé un bébé cercopithèque. Cercopithèque, c'est un singe vivant dans les forêts. C'était un nouveau-né, il avait quelques semaines, et la mère avait été tuée par les braconniers pour la viande. Et donc on l'a récupéré, et Dolly s'en est occupée. On lui donnait à manger des mangues, de la vache qui rit que nous avions pour nous. Et malheureusement, ce cercopithèque est mort au bout de quelques semaines parce que mais heureusement, il n'était pas immunisé par sa mère et ce qu'on lui donnait à manger ne suffisait pas, quoi. C'était notre mascotte pendant 3 semaines et ça nous a fait beaucoup de peine après lorsque ce bébé singe est mort, quoi. Je n'avais aucune expérience sur les plantes. J'ai demandé à un de mes amis, le docteur Guitrana, qui est spécialiste des plantes, de nous accompagner. Et lui a fait une étude très poussée sur la flore existante dans cette région. Et c'est vrai qu'effectivement, il a trouvé une multitude de plantes endémiques que personne ne connaissait encore. Déjà à l'époque, les universités américaines et canadiennes ont fait des études sur le parc Baudin-Guillain-Perret pour la recherche scientifique. Il y a encore beaucoup à découvrir, mais les événements géopolitiques ont toujours évolué dans le pays, dans Centrafrique. Et à la chute du président Bozizé, nous avons dû quitter le pays parce que là, c'est la rébellion qui prenait le pouvoir. Et il a fallu quitter le pays, même l'ambassade de France nous déconseillait fortement d'aller dans toute la Centrafrique. Elle a été classée rouge partout. Et donc, aujourd'hui, c'est encore classé rouge. Malheureusement, nous avons dû arrêter de poursuivre nos missions. Nous espérons quand même malgré tout y retourner dès que les conditions géopolitiques le permettront. Et surtout s'occuper également des populations qui en ont grandement besoin. Suite à ces événements, Dolly s'est rapprochée de Saint-Louis du Sénégal avec un de nos amis, René Bancal, fondateur de l'association DAMA. Dans ce parc nursery, il y a des espèces du Sahel qui sont en voie de disparition. L'oryx, la gazelle d'Ama, la dorca, la rufifron, le buffle de savane. On espère avoir des jeunes qui se reproduisent, enfin des antilopes se reproduisent dans ce parc nursery afin de ensuite les réintroduire dans une réserve qui touchera le parc du Djoudj, qui sera gardé, surveillé. Et là, ce sera plusieurs milliers d'hectares dans lesquels on pourra les réintroduire. On a participé à l'achat d'antilopes venant du Niger, du Tchad. Plusieurs naissances ont lieu dans ce parc déjà aujourd'hui. On a à peu près une 60aine de naissances en 2 ans. Et donc, dès que possible, on essaiera de repeupler cette zone du Sahel autour du parc du Djoudj, qui sera également gardé par les gardes du Djoudj et par d'autres gardes ensuite que nous essaierons de recruter pour ce faire.
Dolly s'est intéressé aux rizières parce qu'on voulait apporter quelque chose aux populations locales, à savoir s'occuper de la faune sauvage, c'est bien, mais également si on peut apporter quelque chose aux populations, de façon à pouvoir leur dire qu'on s'occupe de la faune sauvage, mais également des populations. Dans le delta du fleuve Sénégal, il y avait énormément de rizières qui étaient exploitées par les Chinois. Et avec les traitements qu'ils mettaient dans ces rizières, ça polluait le fleuve Sénégal, tout le delta, y compris les parties maritimes. Et il y avait beaucoup moins de poissons maintenant à cause des traitements. L'idée est venue de lier le riz au nénuphar blanc parce que quand j'ai discuté avec mon ami Patrick Ripley, qui est un scientifique connu et reconnu, il m'a dit qu'il serait bon de faire un essai sur une partie des cultures que tu destines aux rizières à la culture du nénuphar blanc à titre d'essai, pour savoir si le nénuphar, qui est un filtre naturel, qui filtre naturellement l'eau sans additifs toxiques, savoir si jamais ça pourrait marcher. On a cultivé 3 hectares de nénuphar blanc à titre de projet et d'études. Et il s'avère qu'effectivement, c'est très rentable, enfin c'est très rentable pour les populations, à savoir que au niveau nutritif, c'est 10 fois supérieur au riz et 5 fois supérieur en valeur ajoutée, à savoir que c'est rendu 5-6 fois plus cher que le riz. Pour celui qui plante le nénuphar blanc, d'abord c'est beaucoup plus nutritif pour les populations, et d'autre part la valeur ajoutée à la vente des graines de nénuphar blanc est 5 fois supérieure à celui du riz. La culture de nénuphar est beaucoup plus propice à l'environnement que la culture du riz. Donc on va inciter les populations à cultiver le nénuphar blanc plutôt que le riz. Patrick Ripley a dit maintenant on va étendre cette étude à une proportion plus importante grâce aussi à la subvention de la FAO. On va tourner un film afin de présenter à l'international le projet de culture des graines de nénuphar blanc qui est meilleur pour la santé en général et puis surtout qui ne pollue pas. Pour une association, ce sont les membres qui sont à la base et qui constituent un ciment. On souhaite avoir des membres qui rentrent dans l'association Dolly afin de donner d'une part leur expérience au niveau scientifique, au niveau même de leurs compétences sur la culture, sur les problèmes de l'environnement en général, des éco-volontaires, des scientifiques, de la faune et de la flore, afin de collaborer avec nous sur le terrain. Vous voulez adhérer à Dolly, vous êtes bien sûr les bienvenus. On souhaite avoir un maximum de personnes qui collaborent avec nous.